webinaire a lieu dans le cadre d'un partenariat entre Réseau Femmes et la Fédération des parents pour le programme Aider sans se brûler, qui vise à apporter des outils et du soutien aux personnes aidantes de la province. Donc, ce soir, vous l'aurez deviné, le webinaire est à destination des parents d'enfants avec un trouble de l'attention, mais aussi aux adultes qui ont un trouble de l'attention, évidemment. Ce soir, c'est le 6e webinaire pour les parents d'enfants extraordinaires. Donc, je vous partagerai le lien à la suite du webinaire pour que vous puissiez voir les autres webinaires qui ont lieu. Le prochain aura lieu le 18 février à 20 h avec Dominique Bros, qui est ergothérapeute, et ce sera sur les troubles sensoriels. Donc, je vous remercie encore d'être si nombreux et je vais donner la parole à notre animatrice Hélène. Je me mets juste une note pour Dominique, au sujet de Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir à nouveau. Je ne me souviens pas des noms des gens qui étaient là en juin, donc je vais partager mon écran pour vous montrer ma présentation et je vais juste, pour ceux qui étaient là en juin, vous allez reconnaître des choses et pour les autres, eh bien, en fait, j'ai repris beaucoup de choses que j'ai présentées en juin et je les ai étirées pour essayer de montrer ce que vous avez déjà peut-être vu ou essayé, comment vous pourriez l'utiliser dans d'autres situations. Et il y a une chose différente que je vais aborder. Donc, merci d'être à cette deuxième partie de l'atelier sur le trouble de l'attention. Et voilà. Le plan de l'atelier, alors suite au webinaire du mois de juin, on a eu quelques retours sur les mythes. La partie n'était pas très claire en juin. Donc, je les ai repris, puis on va les passer peut-être assez vite. Vous aurez accès au PowerPoint par la suite, donc ce n'est pas forcément là-dessus qu'on va mettre beaucoup de temps, mais c'est toujours intéressant de les revoir parce que, notamment dans une des notes du mois de juin, une personne nous avait écrit que, en fait, ça l'avait beaucoup rassurée de savoir que, par exemple, elle n'était pas la raison, la cause du trouble de l'attention de son enfant. Donc, c'est toujours important de revoir les mythes. Je vais revenir un petit peu sur le diagnostic du trouble de l'attention, un peu la prévalence assez rapidement. Vous aurez à nouveau les diapos. On aura une partie sur les expériences de parents après l'atelier 1, ceux qui auraient peut-être mis en place certains outils ou essayé autre chose et qui voudraient partager leur expérience, réussite ou pas réussite d'ailleurs. Et puis la dernière partie sur les outils et stratégies que je vais aborder ce soir. Alors, j'ai essayé de diviser ça d'une manière un peu humaine et non pas clinique. Donc, comment on peut inviter son enfant à faire ses devoirs, faire son travail, aller s'habiller avant d'aller à l'école pour pas être en retard, ranger sa chambre, ses affaires, ainsi de suite. Donc, je vais commencer par les mythes. Et pour que ce soit beaucoup plus clair qu'en juin, tout ce qui va suivre, ce sont des mythes, sauf la dernière affirmation qui est oui et non, ça dépend des cas. Donc tout ce qui suit, sauf la dernière chose, c'est un mythe, c'est pas vrai. Alors, premier mythe, c'est le TDAH est une maladie récente. Non, elle est apparue dans les écrits médicaux à la fin du XVIIIe siècle. La chose qui donne l'impression qu'il y en a plus, c'est qu'on les diagnostique mieux. Du coup, effectivement, ça fait monter les chiffres. Est-ce que les enfants agités ont forcément un TDAH? Non plus. Ça peut être dû à un contexte. Par exemple, l'enfant va à une fête, il va avoir un petit frère, une petite sœur, mais il ne sait pas comment s'ajuster. Ça peut être dû à l'anxiété ou à d'autres enjeux familiaux. On peut imaginer des parents qui se séparent, comment l'enfant peut réagir et ça pourrait ressembler à, mais ça ne serait pas du tout un trouble de l'attention. Un enfant qui peut regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo pendant un long moment n'a pas de trouble de l'attention. À nouveau, c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'il a un trouble de l'attention, mais un enfant qui peut regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo pendant longtemps peut avoir un TDAH parce qu'en fait, les écrans en général sont des outils qui proposent des contenus hyper motivants et très, très stimulants, qui nécessitent extrêmement peu d'effort mental pour rester attentif. En fait, c'est le contenu qui va maintenir l'attention sans que la personne décide elle-même d'être attentive.
Donc, les difficultés d'attention vont apparaître davantage et de concentration au cours des tâches qui demandent un effort mental, comme des exercices de maths, rédiger un texte, des choses où on a vraiment besoin de se concentrer sur une longue durée, de planifier nos actions et de se mettre à la tâche. Est-ce que le trouble de l'attention est le résultat d'une mauvaise éducation? Encore, non. Les parents ne sont absolument pas responsables du trouble de l'attention. Toutefois, il est toujours important de se souvenir que l'encadrement, l'éducation sont nécessaires pour que les symptômes ne s'empirent pas ou ne restent pas les mêmes. La prise de médication pour le TDA peut mener à de la toxicomanie à l'adolescence. Non, pas du tout. Il s'agit du contraire, puisque un TDA bien traité peut éviter ou peut réduire le risque d'abus de substances. Ce qui arrive quand on ne traite pas un TDAH, c'est qu'à l'adolescence, l'adolescent fasse ses propres expériences pour trouver une substance qui lui apparaît à lui, qui lui apparaît l'aider. C'est juste de l'apparence. Donc, c'est là qu'on va retrouver une sorte d'automédication par des substances toxiques plutôt. Et ces substances ayant pour but de gérer son anxiété. Lorsqu'une médication est prescrite, les interventions éducatives ne sont plus nécessaires. Ce n'est pas vrai non plus. La médication est souvent nécessaire, mais pas suffisante. En effet, la médication va ouvrir un espace pour qu'on puisse montrer des stratégies à l'élève, à l'enfant, à l'adulte, et que lui puisse s'en saisir et apprendre. Il y a une manière de dire en anglais qui est pills don't teach skills, et une de mes très bonnes collègues a traduit ça hier par la pharmacopée n'enseigne pas les habiletés. Et là, on ajouterait que ça permet juste au cerveau de l'enfant de se libérer pour apprendre. Et comme tout enfant, on doit lui apprendre. Prendre une médication pour traiter le TDAH transforme une personne en zombie. Alors, non, ce n'est pas du tout l'objectif. Il se peut qu'un mauvais dosage transforme une personne qui prend sa médication, la transforme un petit peu, et là, il faut absolument ajuster, faire ajuster, contacter le médecin et faire ajuster les dosages. Et la dernière citation, ou celle qui est oui mais non, ou oui mais plus non. Le TDAH ne peut être traité que par médication. Oui pour certains cas légers. Non, oui pour... les enfants avec TDAH léger peuvent répondre aux approches comportementales seulement. Toutefois, la médication bien ajustée reste la chose la plus efficace justement pour permettre aux autres apprentissages de se faire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux mythes? J'ai une question dans le clavardage. Vas-y. Dans TDAH, ça veut dire quoi le H? Hyperactivité. On va le voir dans la définition, effectivement. Aujourd'hui, on parle du TDA par simplification. L'hyperactivité, c'est l'aspect, c'est la manifestation plus des signes externes qui vont se traduire par de l'impulsivité, par beaucoup de manipulation de tout ce qui passe, par toutes ces manifestations externes qu'on voit, contrairement ou en opposition avec un trouble de l'attention sans hyperactivité, où les comportements sont plus internes, où la personne ne va pas forcément bouger, mais va décrocher très vite, ou un oiseau passer, entend une voiture, un crayon tombe. Donc là, ça se voit beaucoup moins. Et ce sont plus des comportements internes. Voilà. Merci Hélène. Entre-temps, j'ai eu 2 autres questions. Pardon. Je ne suis pas certaine de... Ok, je vais lire la question telle que je l'ai. Ma première question est celle de savoir si passer du coq à l'âne est une parade pour l'enfant de décrocher de la réalité. C'est comme si c'était une astuce pour lui pour fuir la réalité, j'imagine. Ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre comme ça, sans plus de détails. Dans ma pratique d'orthophonie, je vois des enfants qui sautent du coq à l'âne, oui. Souvent, ils ont des problématiques un peu
variées, ou sont des enfants qui ne savent pas comment raconter une histoire, donc c'est tellement décousu qu'on a l'impression qu'ils sautent du coq à l'âne. Donc, comme ça, je ne saurais pas répondre. Fuir la réalité, je sais pas. J'aurais tendance à dire non, mais je ne sais pas. Ok. Ok. Je ne sais pas si la personne m'a réécrit. Non, c'est pas précisé. Pas sûre d'avoir répondu non plus, mais... Et j'ai une autre question. Est-ce que tu vas couvrir les symptômes qui font que l'on classe un enfant ayant un TDAH? Non. Non, je vais parler brièvement du diagnostic, mais non. Ok. Une dernière question. Est-ce qu'il peut y avoir de l'hyperactivité sans trouble de l'attention? Non. Non, parce que quand on peut parler de TDA, mais on ne parle pas de TDH, on parle de TDAH. L'aspect H, l'aspect hyperactivité, c'est comment dire, la manifestation de l'attention dans le TDAH, ça va notamment être de ne pas être capable d'écouter une consigne jusqu'à la fin et de se mettre en action à la moitié de la consigne, alors qu'on manque la deuxième partie qui serait cruciale. Donc, l'attention décroche et on fait ce qu'on pense devoir faire, puis on n'a pas d'inhibition pour se dire non, il faut que j'attende, la consigne n'est pas finie. Donc, c'est quand même, la difficulté d'attention va se manifester dans le défaut d'inhibition notamment. Merci. C'était les seules questions que j'avais. Merci beaucoup, Hélène. Pour les symptômes, je reviens à ça. En fait, l'idée de l'atelier, c'était plus de fournir des outils. Donc, c'est vrai que quand on a discuté, soit en juin, soit pour celui-ci, l'idée, c'était pas de mettre l'accent sur toutes les listes qu'on peut trouver sur Internet, mais plus d'aller outiller. Donc, je suis vraiment désolée de ne pas répondre ce soir à cette question. Alors, retour, je vais avoir 3 diapos sur le diagnostic, mais en fait, prévalence, diagnostic et définition. Donc, la définition, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité / impulsivité est d'origine neurologique, avec très souvent une composante héréditaire. Dans les écrits, on voit à peu près 70%. Pour être diagnostiqué, il peut être diagnostiqué plus tard dans la vie, mais il faut que les signes soient apparus avant l'âge de 12 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un trouble de l'attention acquis, mais qui serait dû par exemple à un traumatisme crânien. Mais dans ces cas-là, c'est secondaire à une blessure, ce n'est pas secondaire à un désordre neurologique congénital. Donc, ce n'est pas la même chose. Le trouble de l'attention va affecter différentes sphères de la vie sociale, scolaire, professionnelle. Il va être plus présent sous la forme diagnostique, c'est-à-dire chez l'enfant que chez l'adulte. Donc, comme c'est décrit dans les manuels où on dit tous les signes pour arriver au diagnostic, certains adultes ne vont plus répondre aux critères diagnostiques, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne rencontrent quand même pas des difficultés. Ils peuvent rencontrer des difficultés de fonctionnement, des risques de troubles psychologiques. Il y a beaucoup d'anxiété associée aux difficultés d'attention. Et même si une personne adulte ne rencontre plus tous les critères et n'aurait pas forcément de diagnostic, elle a quand même des choses résiduelles. Donc, il faut rester très attentif. Le trouble de l'attention n'est pas créé par des besoins affectifs non comblés ou par des problèmes psychosociaux. Par contre, des problèmes affectifs non comblés et des problèmes psychosociaux peuvent augmenter les difficultés d'attention, mais ne les créent pas. Et puis, ce n'est pas du tout en lien avec l'intelligence non plus. Et pour ceux que ça intéresse, pour une définition plus complète justement des critères diagnostiques et puis des signes qu'on retrouve, notamment la personne qui a demandé si j'allais couvrir les signes, vous pouvez aller voir la définition du DSM-5. Alors le DSM, c'est pour Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, et 5 pour 5e version. Voilà. La prévalence. C'est intéressant de savoir que ce n'est pas que dans les pays industrialisés qu'on retrouve des troubles de l'attention. La prévalence mondiale est estimée entre 5 et 8%, peu importe les pays ou les cultures. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi.
Pour le moment, on remarque 2 à 3 fois plus de garçons qui répondent aux critères diagnostiques que de filles. Toutefois, les études récentes montrent qu'il y aurait autant de filles que de garçons. La chose qui fait qu'on voit peut-être moins les filles et qu'on essaye d'apprendre à les dépister davantage et à les identifier davantage, c'est que les garçons ont une présentation qui est davantage combinée à l'hyperactivité-impulsivité et les filles auraient une présentation davantage inattentive, donc plus calme, qu'on remarque moins. Elles sont dans la classe, puis c'est souvent les profs qui vont... s'il n'y a pas d'historique de troubles de l'attention dans la famille, c'est souvent par l'enseignant que les questions vont arriver. Et les enseignants peut-être les voient moins, les petites filles sages qui ne font pas de bruit, mais qui n'écoutent pas plus. Mais c'est juste parce qu'elles ne bougent pas qu'on ne les voit pas. Au niveau du diagnostic, c'est une évaluation qui est très complexe parce qu'il faut exclure d'autres causes. Par exemple, de l'anxiété, par exemple, des troubles de l'humeur, des causes psychologiques. Mais ça peut aussi être associé à de l'anxiété. Ça peut aussi être associé à des troubles de l'apprentissage, à de la dyslexie, à de la douance. Il y a vraiment... C'est complexe parce qu'il faut savoir différencier le trouble de l'attention de tous les autres troubles, mais il ne faut pas ignorer l'existence des autres troubles non plus. Donc, c'est une évaluation qui doit être très rigoureuse, qui est menée par les pédiatres, les psychiatres, les psychologues certifiés. Et tous ces professionnels doivent suivre les recommandations du Canadian ADHD Resource Alliance, CADRA. Si vous êtes intéressé, ils ont d'ailleurs un super site internet. Et les caractéristiques des symptômes vont pouvoir revêtir différents degrés de sévérité. Comme on l'a dit, les symptômes doivent durer dans le temps et doivent être apparus avant 12 ans. Et ils doivent avoir un impact significatif sur le fonctionnement de la personne. En fait, on connaît tous des adultes qui ont été diagnostiqués à l'âge adulte. C'est que ça a pris plus de temps. Peut-être ils connaissaient pas, ils n'avaient pas de notion de ça. Ça fait partie des symptômes de ADHD. Ils ont été diagnostiqués à l'âge adulte, mais avec des questionnaires rétrospectifs et même des questionnaires partagés à leurs propres parents. On peut remonter à pouvoir dater l'existence avant l'âge de 12 ans. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces 3 diapos sur la définition, la prévalence et le diagnostic? Oui, Hélène, s'il te plaît, une question. Oups, pardon, j'ai une personne qui arrive. Est-ce qu'il serait possible de partager un lien vers le DSM-5 en ressources après le webinaire, s'il te plaît? Je vais mettre une note. Tout à fait. Et il y avait une autre question qui avait été posée et tu as répondu en direct. Tu fais de la télépathie aussi ce soir. Fantastique. Ça fait 1 an qu'on est connectés. Est-ce qu'il y a des parents qui souhaitent partager soit des retours d'expérience d'outils ou stratégies du mois de juin, soit des expériences qu'ils ont essayées suite à d'autres découvertes et dont ils voudraient faire bénéficier les participants ce soir? Oui, moi je peux participer, je peux partager l'expérience, les outils, pardon. Oui. Je vais juste, excuse-moi, j'ai oublié que j'avais 3 diapos. En juin, on avait parlé des blocs d'éléments. Ouais. On avait parlé de Get Ready, Do, Done. Et on avait parlé de comment donner des consignes adéquates. Oups, je ne sais pas comment je retourne en arrière, comme ça. Voilà. Moi, j'ai utilisé l'image que tu montres après. Tu nous avais donné comme outil pour que les enfants soient prêts le matin, parce que c'est toujours la course le matin. Et puis, il manque toujours une boîte à lunch ou quelqu'un n'a pas sa tuque ou je ne sais pas quoi. Et du coup, on a fait une photo ça a l'air de quoi quand tu es prêt pour partir à l'école? Ouais. Et ça a bien marché. Et ça a bien marché. Et du coup, ils ont aussi, mes enfants ont dit, oh, mais on pourrait faire un dessin de comment on devrait être pour être prêt. Et ça a encore mieux marché parce que j'ai l'impression que c'est eux qui ont fait le dessin. Donc, ils ont réfléchi à tout ce qu'ils devaient prendre. Donc, pour nous, ça a bien marché. C'est le visuel, en fait. C'est quelque part en faisant le dessin. Bon, alors, ils sont plus âgés aussi. C'est peut-être eux
ils se sont questionnés en faisant le dessin qu'est-ce qu'ils devaient avoir pour être prêts. Ça a Oui, bien marché chez nous. J'imagine qu'en l'ayant expérimenté avec la photo, pour ceux qui n'étaient pas là en juin, il faut absolument au départ partir de la photo de l'enfant quand il est prêt avec ses propres affaires, parce que l'idée, c'est de lui dire, bah, écoute, c'est le temps de partir à l'école et il faut que tu correspondes à cette photo-là. Même si ce n'est pas les mêmes chaussures ou quoi, mais il faut qu'il ait, on le voit dans les carrés, les blocs, les dessinés, l'enfant voit les éléments clés qu'il doit changer pour ressembler à la photo. Donc, ce que Vanessa est en train de dire, c'est que ses enfants ont bien répondu à ça. Et l'idée de dessiner, je trouve ça intéressant. Et ça a encore mieux marché, je pense, parce qu'ils se sont complètement appropriés la chose, en fait. Est-ce qu'ils ont dessiné des boîtes aussi? Des blocs? Non, non. Ok, c'est intéressant. Il y avait beaucoup de couleurs. Ouais, je peux voir. Alors, j'ai 2 questions, s'il te plaît, Hélène. La maîtresse de ma fille m'a dit que ma fille parfois décrochait en classe et était dans la lune en classe. Est-ce un signe de TDAH et est-ce que je dois m'en inquiéter? Faut creuser un peu plus, s'en inquiéter tout de suite, peut-être pas, mais il faut prendre ça au sérieux, puis aller voir un peu la questionner, ce qui se passe en classe. Est-ce qu'elle réussit ses travaux? Est-ce qu'elle manifeste de l'anxiété? Est-ce que l'école, c'est difficile scolairement ou émotionnellement? Est-ce qu'elle s'ennuie? Est-ce qu'elle se sent écoutée? Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects avant de sauter à la conclusion que. Mais je pense que c'est une discussion importante à avoir avec l'enseignante, en fait. Puis demander peut-être à l'enseignante qu'est-ce qu'elle fait quand elle remarque que cet élève est dans la lune, en fait. Est-ce qu'elle va la voir? Est-ce qu'elle lui demande ce qui se passe? Est-ce qu'elle lui demande est-ce que je peux t'aider? Comment je peux t'aider? Ouais. Moi, si je peux partager mon expérience aussi, bon, mon fils est en 3e année maintenant. Bon, il y a toujours des problèmes de concentration et de gestion des émotions, mais il y en avait beaucoup en 1re et 2e année. Et du coup, j'avais demandé à la maîtresse c'était quoi la technique justement qu'elle appliquait en classe. Et elle m'a dit que parfois, elle autorisait à mettre un casque, tu sais, pour vraiment pouvoir se concentrer. Et du coup, c'est vraiment une technique qu'il a adoptée. Et rentrer à la maison pour faire les devoirs, souvent, il prend le casque. Donc, c'est pas mal aussi, effectivement, comme tu dis, de contacter la maîtresse. Ça donne des idées pour nous aussi. Et du coup, ça permet d'avoir une continuité entre la classe et la maison. Oui, puis à un moment donné, c'est aussi la maison qui peut apporter des idées à la classe, parce que c'est vraiment une discussion qui se nourrit dans les deux sens, je pense. J'ai une question qui me demande, avec la photo, tu sais, avec les différents blocs, est-ce que ça marche aussi pour des tâches comme mettre le couvert? On pourrait faire ça, oui. On va voir des choses qui ressemblent à ça. Si je trouve rapidement comme ça, j'imagine que est-ce que j'ai un gros feutre là? Je vais faire ça comme ça. On imaginerait avoir une table. Je vais vous montrer. On a une table comme ça, puis mettons dans la famille, on est 4. Et oui, alors, mes talents de dessinatrice vont vite être mis à mal. Et ça, ce serait notre table à la base avec les couverts, les assiettes, les verres. Et puis, on pourrait prendre... Si on veut faciliter les choses, on peut mettre les couverts du même côté. Et puis, on pourrait imaginer d'entourer chaque chose comme ça. On pourrait, tout à fait. On va voir un peu plus tard. On peut le faire aussi pour ranger. Ça va être une stratégie, la stratégie des block features. On va le voir plus tard. Ça vient de Sarah Ward et sa collègue Kristen Jacobson. C'est quelque chose qu'on peut utiliser à plusieurs sauces, vraiment. Et ça vaut le coup. Donc, mettre la table. Ouais. On va le voir plus loin. Si vous avez d'autres questions en lien avec ça, ça va peut-être arriver un peu plus loin. Plus de questions? Est-ce qu'il y a d'autres parents qui veulent partager ou on passe à la suite?
Est-ce qu'il y a des questions, des parents qui auraient envie qu'on aborde un point pratique? Ou peut-être que je vais pouvoir rassurer en disant ça, on va en parler un peu plus loin. On dirait que non. Alors, j'y vais. OK. Alors, outils et stratégies. Je vais faire un bref rappel sur les fonctions exécutives et vous allez me demander, mais pourquoi? C'est quoi et pourquoi on en parle? Parce que ce soir, on est en train de parler du trouble de l'attention. En fait, les fonctions exécutives, la recherche montre que les personnes atteintes de TDAH présentent souvent un déficit des fonctions exécutives. Donc, tous les outils que je vais présenter sont des outils qui sont issus des travaux gigantesques de 2 orthophonistes qui s'appellent Sarah Ward et Kristen Jacobson, qui se sont spécialisés en stratégie pour supporter les personnes qui présentent des déficits des fonctions exécutives, notamment des personnes avec TDAH. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, la manifestation au niveau des fonctions exécutives, quand le TDAH est de type inattention, va remarquer une lenteur d'exécution de tâches, un abandon de la tâche. Comme c'est de type hyperactivité, impulsivité, on va remarquer une inhibition. L'inhibition, ça fait partie des fonctions exécutives. L'image que j'ai mise ici, là, c'est une tour de contrôle. C'est parce que nos fonctions exécutives sont notre tour de contrôle cérébral. Donc, avec un défaut des fonctions exécutives, réaliser les tâches de la vie courante, ça peut devenir vraiment difficile. Les personnes avec TDAH pourraient mettre en œuvre chacune des fonctions exécutives de manière individuelle, mais peineraient dès que le niveau d'exigence augmente ou qu'il faut en utiliser plusieurs en même temps en concordance. Et aux États-Unis, il existe un mouvement, mais ça c'est anecdotique, qui voudrait que le TDAH soit remplacé par un diagnostic de retard de développement des fonctions exécutives, ce qu'ils nomment Executive Function Developmental Delay. Ça, c'est juste l'anecdote, mais ça nous montre l'importance des fonctions exécutives et des déficits des fonctions exécutives dans le cadre du TDAH. Alors, j'ai une super collègue qui s'appelle Shani Potier et qui a dessiné, qui a de multiples talents et qui a fait une illustration et qui m'a autorisée à vous la partager ce soir, qui a fait une illustration de ce que sont les fonctions exécutives versus ma diapo où il y a tout un blabla. Elle, il y a un joli dessin. Les fonctions exécutives, on est dans la régulation, 3 gros volets, régulation comportementale, qui va impliquer l'inhibition et l'autocontrôle, la régulation émotionnelle, donc autorégulation émotionnelle, flexibilité cognitive, la régulation cognitive ou se mettre à la tâche, la mémoire de travail, c'est par exemple la capacité à retenir 21 plus 15, 21 plus 15, faire l'addition et donner le chiffre. Ça, c'est de la mémoire de travail. Répéter un numéro de téléphone, c'est plutôt de la mémoire à court terme. Donc, il y a une petite différence. La régulation cognitive va aussi aussi se manifester via la planification et l'organisation, ce qu'on veut faire, quelles sont les étapes, le but à atteindre. Le contrôle, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça marche toujours avec mon plan? Oui, non. Si ça ne marche pas, comment je fais? C'est quoi ma résolution de problème? Et l'organisation du matériel. Est-ce que ce schéma, vous allez avoir les diapos? Est-ce que vous voulez que je mette ce schéma en plus gros? Je vais le mettre en plus gros. Diapo suivante. Donc ça, c'est Sarah Ward et Kristen Jacobson. Si vous avez l'occasion d'aller écouter, c'est Sarah Ward qui donne les conférences, mais elles travaillent toutes les deux ensemble, elles ont le crédit pour 2. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à une conférence de Sarah Ward, n'importe quel atelier, n'importe quelle durée, allez-y, c'est incroyable. Alors, quand c'est le temps de faire les devoirs, de faire son travail et que ça ne se passe pas toujours très bien, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai repris le schéma Get Ready, Do Done qu'on a traduit. Je ne vois pas le haut de ma diapo. Non, c'est bon, j'ai rien. Ce qui est super important à souvenir, je l'ai présenté en juin. Pour ceux qui n'étaient pas là, je veux vraiment mettre le poids là-dessus. C'est qu'on commence par « j'ai fini ».
J'ai fini, c'est le numéro 1. On se projette sur ce à quoi notre tâche, notre travail, notre projet va ressembler à la fin quand c'est fini. Ensuite, on va voir quelles sont les étapes nécessaires. Ensuite, les outils nécessaires. Et une fois qu'on est... Et il faut qu'on sache aussi comment on finalise pour vraiment finir. Je vais vous montrer un exemple plus concret, vous allez comprendre. Donc, toute l'explication, elle se fait de droite à gauche. On ne peut pas mettre le fini à gauche et le je me prépare à droite. Le fini, c'est dans le futur et dans nos conventions, le futur, c'est vers la droite puisqu'on lit de gauche à droite. On se déplace vers le futur comme ça dans notre lecture. Donc, on part vraiment de la droite. On ne va pas le mettre de haut en bas non plus. Il faut vraiment respecter ce que les deux créatrices ont imaginé pour représenter cette projection dans le futur. C'est ça que je veux faire, les étapes, mon matériel. Ok, je m'y mets. Et pour vraiment finir, si on pense à un devoir, ben, il faut savoir ce qu'on en fait. Parce que si le devoir, il est magnifiquement fait, mais qu'il reste au fond du sac, qu'il n'est jamais donné, le jeu finalise, c'est « Oh, quand j'ai fini mon devoir, qu'est-ce que j'en fais? Il faut que je le donne à madame. » Ou « Quand j'ai mis mon gâteau au four, qu'est-ce que je fais? Il faut que je mette un timer pour pas qu'il brûle. Et il faut que je fasse la vaisselle. » Donc, c'est vraiment le jeu finalise. C'est ça y est, c'est fait complètement. Un exemple, je me suis dit que je n'allais pas prendre un devoir, j'allais prendre un gâteau. On commence par, ça va ressembler à peu près à ça, notre histoire. Je vais avoir besoin de faire du caramel, couper des poires, mettre du beurre à fond, de la farine, de la levure. Donc, il me faut une liste d'ingrédients et de quoi je vais avoir besoin pour faire toutes ces choses. Je réalise mon gâteau et le jeu finalise, c'est je mets un timer pour ne pas l'oublier, je lave la vaisselle, je nettoie la table ou les comptoirs et j'appelle mes parents pour sortir le gâteau du four quand le timer sonne. Et ça, on peut l'utiliser pour à peu près tout, que ce soit des tâches domestiques, des tâches scolaires, ça peut être utilisé. Je sais, ceux qui étaient là en juin se souviennent peut-être d'une espèce de calendrier que j'avais proposé pour montrer quand un étudiant au secondaire a un travail à faire qui prend plusieurs semaines et qu'on le découpe en sous-tâches. On peut utiliser le Get Ready Do Done pour chaque sous-tâche. Donc, c'est vraiment un outil assez versatile. Ensuite, et le jeu finalise. Ce que je vais vous proposer en plus de ça, et je sais pas, je sais qu'il y a une enseignante qui s'était inscrite, je ne sais pas si elle est en direct, mais ça peut vraiment intéresser les enseignants, enseignantes, et puis les parents évidemment aussi. C'est qu'à partir de notre Get Ready Do Done, on a des couleurs. Les couleurs peuvent varier, c'est pas la majeure de l'histoire, mais c'est qu'à partir de ça, on peut calculer du temps. Comment on peut aider, soutenir l'enfant à développer des notions de temps, des notions de durée, ce qui n'est pas toujours une habileté très forte chez les personnes qui ont des difficultés de fonction exécutive. En une heure, qu'est-ce que j'ai le temps de faire? Je sais qu'il y a 3 fois 20 minutes, mais je ne sais pas vraiment ce que j'ai le temps de faire en 20 minutes. Est-ce que ça passe vite 20 minutes? Je ne sais pas non plus. Donc, c'est essayer de développer une notion du temps et de développer une espèce de fluidité dans les tâches, en fait. Donc là, ce que je vous présente, cette horloge qui est pleine de couleurs, ce serait comme une horloge de travail. Versus l'horloge murale qu'on mettrait au mur, qui serait dans la chambre, la cuisine, le salon, la salle de classe. Cette horloge-là de travail, elle est éventuellement propre à chaque enfant. Et on va planifier avec l'enfant le temps dont il a besoin pour se préparer. Là, on est vraiment dans l'exécution. On a fini les explications, la planification. On commence à exécuter, donc de gauche à droite. Pour se préparer, donc si on repense au gâteau, aller chercher la cuillère en bois, le bol à mélanger, la casserole, le petit couteau, la planche pour couper les poires, les ingrédients, à peu près 5 minutes, ça va nous prendre. Et on part de la vraie heure, contrairement à ceux qui connaissent peut-être les time timers avec la partie rouge. On part jamais de la vraie heure, on donne une notion de temps, mais jamais à partir de l'heure qu'il est au moment où on commence. Et puis, on va signifier
pour faire ton activité, là, tu as besoin de 35 minutes. Et puis pour terminer, wrap up, tu as besoin de 5 minutes. Et puis, on va peut-être mettre aussi un marqueur à la mi-temps. À la mi-temps, c'est le moment où on va contrôler notre plan. Est-ce que je suis encore dans les temps? Est-ce que je fais mes étapes? Est-ce que je ne suis pas partie regarder, texter sur mon téléphone au lieu de faire ma tâche? Ce n'est pas le milieu du travail, attention, c'est la mi-temps. Parce que si on se rend... Ça peut ne pas être le milieu du travail. Parfois, il y a les premières tâches d'un travail vont prendre beaucoup de temps. La première tâche peut prendre beaucoup de temps et les 3 autres beaucoup moins. Donc, c'est pas grave que c'est pas le milieu du travail, c'est à la mi-temps. Ce qui nous permet de réévaluer où on en est rendu et notre plan. Je regarde vite. Ah oui, alors si vous achetez une horloge comme ça, ou ça peut être un petit réveil ou quoi, il vaut mieux vraiment que la surface soit en verre, parce qu'on va utiliser des feutres effaçables. Et si la surface est en plastique, à la longue, voire très rapidement, la couleur des feutres effaçables va rentrer dans le plastique et plus jamais vous aurez une horloge très claire, très nette. Si on l'a en classe, il faut vraiment choisir ou voir peut-être pour quelles activités. Est-ce que c'est une horloge de travail pour tous les élèves, une seule pour tous, ou est-ce qu'on a beaucoup d'élèves qui ont des besoins différents et chaque élève aura une petite horloge, un petit réveil, et on va leur apprendre aussi à faire les couleurs sur leur horloge. Pour les enseignants ou les parents qui voudraient vraiment qui seraient curieux, il y a une app créée par Sarah Ward et Kristen Jacobson qui s'appelle 360 Thinking. Vous la téléchargez, cellulaire, iPad, n'importe quelle tablette, j'imagine. Et chaque partie colorée ne s'efface pas au fur et à mesure. Elle devient plus claire, ce qui fait que l'enfant voit d'où il est parti, combien de temps il a travaillé ou il n'a pas travaillé, puis combien de temps il lui reste. Donc, et à la mi-temps, ça va sonner si on met un mi-temps et ainsi de suite, il y a des petits dings. Donc, ce n'est pas inintéressant comme app. Ce qui pose la question de, oui, mais c'est bien joli, comment je sais que l'enfant a besoin de 35 minutes pour faire sa partie je fais. Ça, c'est pareil, c'est une partie, c'est nouveau par rapport à, qu'est-ce que j'avais prévu de faire? J'avais prévu de vous montrer un calcul de temps. Ça peut être peut-être plus intéressant pour les devoirs ou l'enseignant. Je vais essayer de jouer avec mes choses. Je vais arrêter le partage et vous partager autre chose. Ici. Donc, on parle de la feuille de calcul de temps. Oups. Cette feuille-là, elle fonctionne avec les verbes contenus dans les consignes. Donc là, je vous ai mis une petite, un exercice que j'ai demandé à une collègue enseignante. Un exercice de, je pense qu'elle enseigne en première ou deuxième année. Donc dans la consigne, c'est je lis, premier verbe. Je lis et je dessine. Donc là, on aurait lire et là, dessiner. OK. Combien de tâches? Il y a 7 questions, ici, là. Donc, nombre de questions de tâches 7. Ici, pareil. Mettons pour l'élève, on pourrait imaginer que lire, c'est un peu difficile. Et là, on a degré de difficulté de la tâche. On aurait 2. On reporte le nombre de tâches ici, la cote de difficulté, et on multiplie. Ça nous fait 14. Sauf qu'on ne mettra pas 14. On fonctionne par tranche de 5. On va arrondir à 15 minutes. Dessiner, par contre, l'enfant adore ça, mais il aime tellement ça que ça peut lui prendre du temps aussi. Donc, on va mettre 2 aussi. Non, on ne va pas mettre 2 là. Il est très rapide, il n'aime pas dessiner. Donc, 1. 7, 1. Et puis, selon ce que j'ai dit, on arrondirait à probablement 10 quand même. Diminuer à 5, ça me paraîtrait un peu délicat.
Donc là, on arriverait avec un total de 25 minutes de travail. Et c'est là qu'on peut trouver notre partie verte. Est-ce que c'est assez clair? Je vais vous montrer sur là, je l'avais fait. Je l'avais rempli. Ouh là là, voilà. C'est ça. Donc, je me prépare, la partie jaune, je commence à me préparer, 5 minutes. On se souvient que l'exercice dure 25 minutes pour cet élève-là qui lit un peu difficilement mais dessine vite et puis se tanne vite de dessiner tant que la consigne est répondue. Et on va ombrer notre horloge, si on a une horloge, si on n'a pas l'application dont j'ai parlé. Et moi, je trouve ça intéressant d'avoir des horloges et de les ombrer pour justement que l'enfant prenne la notion, apprenne la notion de temps, la notion de durée, 5 minutes, 20 minutes, c'est pas le même rapport. Donc, en apprenant à l'enfant à ombrer lui-même, en modélisant, puis en lui proposant de le faire, il va apprendre le passage du temps et les durées. Et Sarah Ward est très, très, très insistante sur comment on ombre une horloge. Alors cet après-midi, j'ai téléchargé une app pour vous montrer ça. Mais comme je me mélange dans tous mes pinceaux, il faut que j'arrête et je vous redonne, je reprenne le iPad. Là. Est-ce que c'est... Oui, c'est bon. Voilà. Alors, comment ombrer une horloge? On peut avoir des feutres effaçables. Il faut des feutres effaçables si on le fait à même l'horloge. On va commencer notre je commence. Là, on voit qu'il est 10h10. Ça va nous prendre 5 minutes de se préparer. 5. On voit défiler dans le sens où l'heure passe. Je ne l'ai pas fait en remontant. Donc, 5 minutes. On va faire notre tranche, notre pointe de 5 minutes. Et on va avancer dans l'ordre où l'heure passe. Ça, c'est je me prépare. Je fais, on avait dit 25, je crois, et on compte de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25. Et là encore, j'ai raté mon truc, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire d'abord celle-ci, puis comme ça. Le temps passe, le temps passe. Il y en a beaucoup plus que dans le jaune là. Le temps passe. Ok, là j'ai fini. Et quand j'ai fini, ben, c'est la partie où je... là, c'était un devoir de classe, donc je rends mon travail à madame ou bien je le mets dans le cahier, je range mon efface, je range mes crayons de couleur. 5 minutes. Hop. Et encore dans le sens où le temps passe. Et l'idée de faire l'ombre, c'est qu'on a vu ici, c'est 5 minutes. Ici, il y en avait beaucoup, 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 beaucoup. Et là, juste 5 minutes. Et on pourrait rajouter aussi je commence. On pourrait ajouter ensuite, non, je me prépare. Maintenant, ce serait je commence. Et puis, ici, ce serait je finis. On pourrait aussi avoir notre mi-temps ici. Je me prépare, je commence, mi-temps, je finis. Ça, on peut les faire sur des petites pastilles qu'on peut mettre avec de la gommette bleue autour de notre horloge. On peut juste mettre aussi des espèces de post-it. Donc, tout est à peu près possible là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est une partie super importante dans... Oui, on a quelques questions, Hélène. Ouais. Alors, pour l'horloge, à partir de quel âge est-ce qu'on peut utiliser cette méthode? C'est super intéressant. Très vite. Je vais juste revenir à mon diaporama là. Les deux créatrices ont inventé une horloge pour les tout petits. Qui est faite... moi, je voudrais la refaire parce que je trouve que visuellement, elle n'est pas claire du tout. Mais l'idée, elle est géniale. C'est que sur l'aiguille des heures, on va coller une tortue. Sur l'aiguille des minutes, on va coller un écureuil. Et sur l'aiguille des secondes, on va coller un colibri.
Et chaque tranche est séparée, chaque pointe, comment dire, chaque heure représente une pointe de la tarte, en fait, de l'horloge. Donc, il y a 12 pointes. La pointe, le chiffre arrive au milieu. Je ne sais pas si je suis très claire. Et on peut dire à l'enfant quand la tortue sera entre le 10 et le 11, parce que là aussi, on va apprendre que l'aiguille des heures, elle bouge plus l'aiguille des minutes avance. Donc, parfois, l'aiguille de 10 heures, elle va être entre le 10 et le 11. Il sera encore 10 heures, mais passé, mais pas encore 11 heures. Donc, on pourra dire quand quand la tortue sera entre le 10 et le 11 et que l'écureuil sera sur le 5. Non, je suis en train de m'en mêler. Il faudrait que je vous montre un dessin. Je ne sais pas si on a le temps, je cherche ça. Peut-être, je ne sais pas. C'est une histoire d'animaux. Quand la tortue sera entre je dis n'importe quoi, le lapin et la souris, et quand l'écureuil sera entre le chat et le chien. Ce sera le temps de. Donc pour des tout petits, on peut complètement, oui, même sans la notion des chiffres et sans la notion de tout ça. Est-ce que ça intéresserait les gens que je la mette dans les documents que je vais envoyer? Je pense que oui. Enfin, moi, ça m'intéresse. Oui, l'idée est absolument géniale, c'est que visuellement, les choix des couleurs, même les choix d'animaux, il y en a un truc, on s'est posé la question, est-ce que c'est un castor ou un ornithorynque? C'était un peu bizarre, mais l'idée est absolument géniale. Horaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette partie? Oui, et les questions autour de cette horloge. Est-ce qu'il y en a aussi qui sont adaptées pour les élèves du secondaire? Parce que là, en fait, pardon? Excuse-moi. j'imagine que peut-être ça avec les chiffres, j'imagine. Oui, 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 oui. Celle avec les animaux, non, on la laisse tomber assez vite, hein. Puis celle avec les animaux, il y a quand même les chiffres dessus parce que ce qu'on veut, c'est arriver aux chiffres et aux notions de 5 minutes, 20 minutes, 10 minutes. Si on reste aux ours, aux castors et aux tortues, la notion d'heure, on ne l'acquiert pas vraiment, mais on peut commencer quand même à développer des notions de temps qui passent avec les animaux. Moi, ça fait partie des choses que je pense qu'il faudrait vraiment qu'on refasse pour qu'elles soient beaucoup plus claires, que les chiffres soient plus en évidence aussi. Pour les jeunes, en fait, j'utiliserais une horloge avec juste des couleurs comme ça ou l'application. Mais il peut arriver, il ne faut pas se fier à l'âge, la notion de temps. Moi, je ne l'ai pas expérimenté, mais dans une des conférences de Sarah Ward, elle parlait d'une de ses clientes qui n'avait absolument aucune idée, étudiante à l'université, en doctorat de je sais pas quoi, qui n'avait aucune idée du temps qui passe. Donc, il ne faut pas se fier à l'âge pour se dire, bah, si, il doit bien savoir ce que c'est 20 minutes ou une demi-heure. Pas forcément. Donc, dessiner sur l'horloge, comme je vous l'ai montré sur le iPad, là, et apprendre à l'enfant ou à l'ado à le faire, ça peut être hyper, hyper intéressant et important avant de passer à l'application 360 Thinking. Parce qu'avec l'application, la personne va voir, mais ne va pas manipuler comme quand elle dessine. Ça répond à la question? Oui, je pense que oui. Ouais. On me demande aussi où est-ce qu'on peut se procurer ce type d'horloge avec la vitre en verre. Staples, il y en a. Et il faut les minutes, il faut pas de chiffres romains, vraiment des chiffres comme ça, et puis que ce soit clair, qu'il y ait des traits, des points, les petites barres des minutes aussi. Donc pas d'horloge moderne, déco, vraiment la bonne vieille horloge où tout est bien clair. Je viens de voir que j'ai des nouvelles questions. Oui, donc, oui, j'imagine, enfin, je vais t'essayer de répondre, mais donc vers 4-5 ans, l'horloge sans animaux est bonne. Peut-être pas tout de suite, mais faut essayer. Il faudrait essayer avec l'enfant. 4-5 ans, les enfants ne savent pas toujours lire l'heure à ce moment-là.
J'essaierai les deux, puis il y a quand même une transition qui se fait parce qu'il y a des chiffres aussi sur l'horloge où il y a des animaux. Donc, il faut expérimenter. Les animaux, en fait, il faut démonter l'horloge, aller coller. Enfin, bref, il faut vraiment démonter l'horloge, enlever les aiguilles, coller le bidule et puis remonter l'horloge. Vers 4-5 ans, je dirais que c'est peut-être un peu tôt. Ouais, je garderai encore un peu les animaux. J'ai une question sur l'outil Get Ready Do Done, l'outil que tu as parlé avant. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour des enfants qui ont des problèmes de fonction exécutive sans forcément trouble de l'attention? Complètement, complètement. Oui, oui, les fonctions exécutives, c'est pas que dans le trouble de l'attention, il y en a, ça peut juste être déficit des fonctions exécutives ou dans d'autres manifestations. Si je pense aux élèves avec qui je travaille et qui ont un trouble du spectre autistique, certains vont tellement bien répondre à ce genre d'approche parce que c'est clair, on voit ce qu'on attend, il y a toutes les étapes, le plan, il y a un plan qui est proposé, puis c'est visuel. Donc, oui. Ok, merci beaucoup. J'ai une question par rapport au temps au brossage des dents. Donc, j'imagine que c'était pour utiliser aussi l'outil. Celle-ci, oui, cet outil Get Ready Done. J'imagine que c'était une question liée à cet outil-là. J'imagine que oui, on peut l'utiliser. Oui, on aurait une photo de l'enfant à la fin où il pourrait sourire, puis la brosse à dents, il est en train de la mettre dans le verre, c'est fini. Je fais, je brosse, je mets du dentifrice sur la brosse à dents, je la passe sous l'eau ou pas, ça va dépendre des préférences de chacun. Je me brosse les dents, en haut, en bas, de tous les côtés, et je rince ma brosse à dents, je me rince la bouche, je m'essuie la bouche, et c'est fini. Et dans le je me prépare, il faut que j'aille dans la salle de bain, que je prenne ma brosse à dents, que je prenne le dentifrice. Et peut-être une serviette pour s'essuyer les mains et le visage. Et je finalise, je rebouche le tube de dentifrice, je le remets là où il doit être mis dans la famille. Et si j'en ai mis partout, j'éponge. C'est là qu'on voit que cet outil-là peut être utilisé dans beaucoup de... Moi, si je peux apporter une petite expérience aussi pour le brossage des dents de mes enfants, c'était compliqué qu'ils se brossent vraiment le temps qu'il faut pour brosser les dents. Donc, on leur a fait choisir un petit sablier. C'était Pirate, c'est eux qui l'ont choisi. Donc, ça marche bien. Ils retournent le sablier. Et puis, une fois que le sablier s'est écoulé, c'est fini. Ça, c'est des on pourrait même imaginer l'utiliser dans la douche en l'ayant plastifié au moins 2 ou 3 fois pour pas qu'il se dégrade trop vite. Mais ça ressemble à quoi? Parce qu'on a des enfants qui vont prendre un temps infini à faire leur douche parce que ça avance pas, ou alors qu'ils vont être sortis comme ça, il restera une tonne de shampoing, plein de savon partout, et puis c'est fini pareil. Donc, on peut imaginer le j'ai fini, l'enfant qui tire le rideau de douche et qui sort avec sa serviette, ça c'est la fin, puis le je fais, on a toutes les étapes. On pourrait avoir des photos aussi. Quand je parle de photos, on parle de photos absolument non humiliantes, si on parle de douche notamment. Et puis le je me prépare, c'est... voyons, aller dans la salle de bain, être sûr que ma serviette est proche de la douche, que j'ai du shampoing, du savon, et voilà. Donc, ouais. Ok. Alors, ça, c'est fait, ça aussi. Maintenant, c'est, va t'habiller, tu vas rater l'autobus. Alors, c'est là qu'on va commencer à revoir que ça, c'est nouveau par rapport au mois de juin, c'est 80% du temps, on est en train de planifier on planifie quelque chose, on est dans un endroit A, mais la chose qu'on est en train de planifier va se situer dans un endroit B. 90% du temps. On imagine, un exemple, c'est nous tous adultes, demain on va travailler. À quoi ressemble notre journée demain? Est-ce qu'on va au bureau? Est-ce qu'on est en télétravail? Est-ce qu'il faut amener les enfants? Est-ce qu'il faut faire les lunchs? Est-ce qu'il faut se maquiller, pas se maquiller? Est-ce qu'il faut... I don't know. Donc, on va calculer tout ça pour calculer notre heure de réveil.
On n'est pas encore à demain, on n'est pas dans notre chambre, on n'est pas dans notre salle de bain. Et ça implique énormément de fonctions exécutives. Là, je vous ai mis une petite illustration, un enfant qui est en train de lire dans le salon, puis ses parents, il faut que tu ailles te brosser les dents et te coucher. Puis là, il est en train de s'imaginer, il se projette. Sans fonction exécutive, c'est difficile de se projeter comme ça, de planifier, ok, il faut que je monte, c'est à ça que ça va ressembler, pof, pof, pof. Sur le chemin de la salle de bain, est-ce que je vais me perdre? Oh, il y a un truc qui va attirer mon attention, je vais partir. Je trouve un transformer par terre, je commence à jouer avec. Je rentre dans la salle de bain, il y a un truc qui sent bon, je passe mon temps à le sentir. Tout ce qui peut faire déraper un plan. Lorsque les fonctions exécutives sont fragiles, comme souvent chez les personnes avec un TDAH, la capacité à planifier peut être déficitaire, notamment si l'action est éloignée dans le temps et ou l'espace. Donc, l'éloignement dans l'espace, c'est l'exemple de ce petit garçon qui est dans le salon et qui doit aller dans la salle de bain pour faire une autre action. Alors, pour soutenir la planification, on va passer par le MIME. Je l'ai laissé en majuscule, c'est un terme qui est inventé qui est utilisé, c'est un mot qui est utilisé comme acronyme par Sarah Ward et Kristen Jacobson. Je ne l'ai pas mis en anglais parce que je n'ai pas envie que mon anglais soit enregistré. Ça veut dire qu'on va favoriser la fabrication de l'image future de ce à quoi ça va ressembler. On va se faire une image du futur de ce à quoi je vais ressembler. Donc, dans l'exemple de tout à l'heure, le petit garçon, c'est à quoi ça va ressembler, c'est qu'il faut que je sois dans la salle de bain. À quoi je vais ressembler, c'est que je vais être en train de me brosser les dents. Quel mouvement je vais faire pour y parvenir? Là, il faut que je ferme mon livre, que je le pose, que je me lève du canapé, que j'aille dans la salle de bain, que j'ouvre la porte et que je prenne mes affaires et que je me mette à le faire. Comment je vais me sentir à ce moment dans le futur? C'est que j'aurai accompli mon action. Alors, on n'a pas besoin d'un sentiment complètement extatique. Oh mon Dieu, je me suis brossé les dents. Non, c'est oh, je l'ai fait, ça y est, ok. Alors, on va prendre une mise en situation que j'imagine qui n'est pas rare. C'est le matin, on est dans la cuisine, puis vous demandez à votre enfant d'aller s'habiller dans sa chambre pour être prêt à partir à l'école. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être qu'il ne sera toujours pas prêt, même si ça a pris 30 minutes. Peut-être que vous allez le retrouver en train de jouer dans sa chambre ou de faire complètement autre chose, toujours en pyjama, 20 minutes plus tard et que l'autobus, il est proche de passer. Pour soutenir un enfant à visualiser son espace futur, c'est-à-dire l'endroit où il va réaliser son action en restant à l'endroit où on est, c'est-à-dire dans la cuisine, on peut lui demander de pointer ses déplacements. J'ai appuyé, voilà. On peut lui demander de pointer ses déplacements à partir de la cuisine. Nommer les différentes étapes, je sors de la cuisine, je marche dans le couloir, je monte l'escalier, c'est un escalier, j'ouvre ma porte de chambre, je vais prendre ma culotte, mon pantalon, je vais les mettre, je vais mettre mes chaussettes, mon t-shirt, mon pull et je vais redescendre. Et on fait le chemin inverse. Et on reste à côté de l'enfant pendant qu'il fait ça et on va l'inviter aussi à nommer ce qu'il va faire. Ça va aider l'enfant à se voir en futur lui-même. Ça évoque sa propre mémoire, lui qui se déplace dans son environnement, qui met ses vêtements. Donc on est déjà en train de le projeter dans sa propre action, par le mime, par le mouvement en quelque sorte. Si on garde l'exemple que je vous ai donné où on demande à l'enfant d'aller s'habiller pour aller prendre le bus et que rester dans la cuisine et même en mimant et en pointant les déplacements et en disant ce qu'on va faire et en mimant de mettre les vêtements, même si ça ne marche pas, c'est peut-être que l'enfant a besoin d'un soutien supplémentaire parce qu'il y a trop de distance entre la cuisine et sa chambre et ce qu'il doit faire, ça le rend confus. Donc on va continuer à demander la même chose à l'enfant, pointer, mimer, nommer, mais en supprimant la distance au départ. Donc on va aller avec lui dans sa chambre, en face de son armoire, de sa commode, peu importe, là où il y a ses vêtements. Puis là, il a plus de déplacement. Il mime, il pointe, il nomme ce qu'il va faire. Je vais mettre mon pantalon, nanana, nanana, je vais les mettre, puis je vais être prêt, et voilà. Comme ça devient plus facile, on va faire la même chose, mais à partir de la porte de la chambre. On va mettre une petite distance, l'enfant toujours à côté de nous, on est toujours avec lui.
il doit nous raconter son plan en fait. Quand il y arrive bien à partir de la porte, on va un peu plus loin dans le couloir, un peu plus loin dans le couloir, on descend l'escalier, on va au pied de l'escalier, puis on arrive dans la cuisine et progressivement, on l'a soutenu pour lui permettre de planifier, mais avec plus de distance, plus de complexité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou qui est un peu confus? Moi, pour ma part, ça va. Je vais regarder s'il y a des questions. Je vois qu'il est déjà 21h. Non, je ne vois pas d'autres questions. Okay. Alors là, c'est vraiment toute cette... soutenir l'enfant à se mettre, à nous dire son plan, à se mettre, à se projeter comme lui, ce qu'il doit faire. Soutenir la planification à l'école, c'est la même chose. S'il y a des enseignants parmi vous, ce qui peut faciliter les choses, c'est d'identifier des zones dans la classe. Et quand l'enfant rentre, les portes sont des endroits stratégiques. On s'arrête, on observe, qu'est-ce que les autres font? Ils font les maths. Pour que je fasse des maths, il faut que j'aille au coin des maths, prendre mes affaires et puis retourner à mon pupitre. J'ai un plan. Puis là, j'ai fait un copier-coller des diaporamas de Sarah Ward et Kristen Jacobson. Et imagine dans quel espace tu vas aller ensuite. Dans la diapo à droite, freeze, point and share your plan. Donc, c'est vraiment se mettre en planification. OK, je m'arrête, j'observe. Alors, maintenant, range ta chambre, range tes affaires. Ça, c'est tout un défi aussi, je pense. On va reprendre la stratégie des blocs d'éléments. Là, c'est le dessin qui était présenté en juin. Là, c'est une petite fille qui est prête à aller à l'école, mais on pourrait utiliser la même photo pour aller à la plage. De quoi tu as besoin pour aller à la plage? Quelque chose sur ta tête, quelque chose pour tes yeux, une bouteille d'eau, une serviette de plage. Bref, ça, c'était le mois de juin. Faites pas trop attention au dessin en côté. Donc, les blocs d'éléments, par exemple, si, là, j'avais réservé des choses à vous dire, il faudrait que... Voilà. Pour aider un enfant à ranger, un enfant qui a des difficultés de fonction exécutive, qui est dans une chambre comme ça, c'est oh my, par quelle bouche commence? Parce que tout est partout. C'est pas vraiment la vision de chaque chose qui pourrait avoir une place n'est pas forcément là. On va aider notre enfant à visualiser ça. Et en utilisant les blocs d'éléments, c'est les vêtements, c'est dans les rangements à vêtements. Le travail, c'est dans le coin de travail. Les trucs de sport qu'on voit ici, il y a une balle de baseball, il y a un snowboard, il y a une balle de yoga, tout ça. Ça, on pourrait dédier un coin à ça. Le couchage, les livres, la table de nuit. Donc, on prend une photo de la vraie chambre de l'enfant et on dessine, on fait des blocs sur la photo. On peut mettre la photo dans une pochette plastique, on n'a pas besoin de... Ou on peut dessiner tout simplement comme ça, ou le faire à l'ordi avec l'enfant, c'est intéressant. Donc ça, c'est un guide pour l'aider à ranger sa chambre. Puis ça peut rester, quand on lui dit « va ranger ta chambre », c'est « match the picture », comme dit Sarah Ward, c'est associe ou faire ressembler ta chambre à la photo. On peut ajouter plus de détails, évidemment. Moi, j'ai pris une photo Ikea, j'ai pas mis, ça pourrait être ici rangement des jeux de société. On pourrait avoir rangement des vêtements d'hiver, rangement de, I don't know. On pourrait mettre beaucoup plus de détails pour notre élève. À partir des blocs, ce qui peut être intéressant, c'est que dans une chambre, il y a un endroit couchage, plusieurs endroits rangement en général, une table de nuit, une lampe, un endroit potentiellement pour le travail, la création. Et on peut faire une chambre générique. Quand l'enfant va en camp de vacances, quand l'enfant va chez ses grands-parents, ses cousins, ses oncles, ses tantes, et qui ne sait pas trop comment ça va se passer, où est-ce qu'il va mettre ses affaires, si ça fait créer de l'anxiété, regarde, on peut sortir, on peut lui montrer plusieurs photos de chambre et ensemble trouver tous les éléments communs qu'il y a dans les chambres, ce que je viens de faire là dans ce dessin très basique. Et regarde, quand tu arrives chez grand-père et grand-mère,
dans la chambre où tu vas être, il y aura probablement un lit, un peu de rangement, une lampe et tout ça. Donc, t'inquiète pas, ça va ressembler à peu près à ce que tu connais déjà. Et tu pourras ranger tes affaires comme tu as appris à le faire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a quelques personnes qui ont dû quitter parce qu'il est déjà 21h05. Il y avait une question. C'était jusqu'à 21h ou 21h30? C'est jusqu'à 21h la présentation, puis là, on Oups, peut commencer la période de questions. oups. Dans ma tête, c'était 21h30. J'ai presque fini. Ok. J'ai une question, je pense que c'est par rapport à la méthode MIME. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le plus complice ou le plus simple? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le plus éloigné ou le plus proche? Si l'enfant réussit au plus éloigné, on reste au plus éloigné. S'il ne réussit pas, on se rapproche. C'est vraiment à essayer. Hein. Ouais. Ouais. Je vais essayer d'accélérer. Je suis désolée, je le savais que c'était 1 heure, mais pour moi, c'était 1 heure et demie. Bref, même principe pour les pupitres. On peut prendre en photo un pupitre, faire des blocs où les choses doivent se trouver, ou on peut avoir un pupitre témoin dans la classe, puis on organise nos choses. Pareil pour les casiers, les petits, voyons, là où les enfants mettent leurs affaires. Et bah, des fois, là, on voit, par exemple, il y a des casiers où il n'y a pas de manteau. Bah, c'est pas grave, c'est pareil, mais pas pareil. Ça varie. C'est pas parce qu'on a un bloc qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose dedans. Pareil pour les lockers des plus âgés. On peut avoir un locker générique aussi. On peut les aider à aller vers ça. On a des élèves qui sont très inquiets de oh, est-ce que je vais avoir un locker? Comment je vais ranger mes choses? Ok, j'ai envie d'avoir un locker, mais je ne sais pas trop. Donc, on peut les aider aussi avec ça pour trouver leurs affaires, pour pas que leurs devoirs se retrouvent en accordéon au fond du sac à dos. Et j'ai découvert en faisant mes petites recherches d'images qu'il existe des choses magnifiques qui s'appellent, j'ai mis le nom en anglais, mais j'ai les images devant, organisateurs de casiers scolaires qui se pendent et ça crée des étagères quand les casiers sont absolument vides. Donc je pense que pour nos élèves, ça peut être très intéressant. Nos élèves, vos enfants, nos enfants. Pour organiser mon matériel, c'est pareil, il faut pouvoir se projeter. J'ai oublié mon maillot de bain, c'est un peu dommage parce qu'il y a une super piscine. Alors, on peut organiser nos affaires. Là, j'ai fait avec mes affaires quand je vais au bureau, dans mon sac, il faut que j'ai au minimum ça. Et j'ai utilisé une app qui s'appelle Pick Stitch, que je n'ai pas trouvé extraordinaire parce qu'elle coupe beaucoup les photos. Je n'ai pas trouvé comment les réduire et les faire bien rentrer, mais ça propose plein de petits templates où on peut rentrer nos photos, ce qui n'est pas inintéressant. On pourrait imaginer aussi de faire un tag à valise où on met nos blocs de choses et on met le tag au sac de l'enfant. Il faut que son sac match ce qu'il y a sur l'image. On peut faire la même chose avec des albums photos sur les téléphones des ados. Et c'est ça, quand on se prépare, il faut faire correspondre la photo à la réalité, même si là, c'est de l'équipement pour aller en montagne, mais ça pourrait être une randonnée où un jour où il n'y a pas de neige, il n'y aurait peut-être pas besoin d'avoir des crampons, par exemple. On part toujours de la fin, du résultat de ce qu'on veut obtenir, puis on s'attache à faire correspondre la photo avec la réalité. L'organisation, c'est clé. Et l'organisation, c'est clé, même en amont de il faut que mon sac ressemble à la photo, comme on l'a vu. Si la chambre n'est pas organisée ou si le locker n'est pas organisé, on aura beaucoup de mal à trouver les affaires qui doivent aller dans le sac aussi. Donc, peu importe l'environnement, la maison, l'école, l'université, les grandes stratégies sont les mêmes. On le voit, on a commencé à le voir en juin, puis là, on a étiré ce qu'on a commencé à voir. Il y a un MOOC sur le TDAH qui est donné par l'Université de Laval à Québec. Tout est en français. Il y a un parcours par an. Ça commence le 22 février, ça finit le 16 avril. C'est entre 20 et 25 heures de travail. Il y a un parcours personnel éducatif. Je pense qu'il y a un certificat pour le parcours personnel éducatif qui coûte une $50 si vous passez les petits quiz et tout ça. C'est un cours très, très intéressant. Donc, j'encourage les parents. Moi, j'ai suivi la partie éducateur il y a 1 an et demi, je pense. Et j'ai voulu m'inscrire à la partie parents, puis Covid est arrivé, puis je suis passée à autre chose, juste pour voir ce qu'ils proposaient pour les parents. C'est très intéressant, donc je vous encourage. Ça va faire partie des choses que vous aurez les références que je vais envoyer à la liste.